Aujourd'hui, on va parler évasion fiscale et je vais vous expliquer comment font les grandes sociétés pour échapper à l'impôt sur des millions, voire même des milliards d'euros chaque année en toute légalité. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets d'entreprises que vous connaissez et croyez-moi, c'est vraiment étonnant ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, en France, l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire la taxe sur les bénéfices, s'élève à 25%. Bon, jusque-là, on peut se dire ça va, c'est pas non plus énorme, c'est en plus dans la moyenne européenne, etc. Sauf que, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, une entreprise en France, elle paye la taxe foncière, elle va payer la cotisation foncière des entreprises, elle va payer tout un tas de charges sociales et salariales sur les salaires, elle va payer des frais de notaire importants lorsqu'elles vont acheter de l'immobilier ou revendre, il y a également la TVA qui est à 20%. Bon, voilà, il y a beaucoup de taxes qu'on ne voit pas forcément et qui ne s'apparentent pas juste à l'impôt sur les sociétés. Du coup, dans ces conditions, les plus grandes richesses françaises, multinationales ou même les particuliers, mettent en place toute une série de stratégies pour réduire ou échapper à certaines taxes. LVMH, Michelin, BNP Paribas ou encore Danone, pour ne citer que pour le moment, toutes utilisent des stratégies et planifications leur permettant d'alléger leurs impôts. Mais quels sont leurs secrets? Aujourd'hui, on va donc bien parler d'évasion fiscale. Avant toute chose, rappelons-le, le statut ambigu de cette notion, bien que légal, contrairement à la fraude fiscale qui elle est illégale, reste souvent une zone grise, à mi-chemin entre optimisation et fraude fiscale. Le site Vie publique du gouvernement décrit la notion en ces termes. Fondée sur le transfert du patrimoine vers un autre pays au régime fiscal plus avantageux. L'évasion fiscale apparaît comme une notion ambiguë à la frontière entre la fraude et l'optimisation fiscale. Il faut bien comprendre que l'évasion fiscale aujourd'hui, c'est le fruit d'une politique mondiale qui n'est pas du tout aboutie, où chaque pays essaye de tirer la couverture vers lui. Vous n'avez pas beaucoup de ressources naturelles, mais vous voulez quand même avoir un pays riche, eh bien soyez plus avantageux fiscalement, créez des services dématérialisés, ça peut être le cas par exemple des Pays-Bas, ou alors encore pour se spécialiser dans les nouvelles technologies, on peut parler du cas de l'Estonie. C'est des exemples parmi tant d'autres, mais nous, en France, on n'a pas besoin de faire ça puisqu'on a beaucoup de richesses naturelles. Par contre, ce qui est compliqué pour nous, c'est aujourd'hui de maintenir nos sociétés en France et nos grandes richesses, sachant que ces pays-là les attirent et leur promet finalement de payer beaucoup moins. C'est donc un jeu d'équilibre mondial qui n'est pas simple à trouver et en fait aujourd'hui concrètement tout le monde est ultra mondialisé mais les politiques économiques et sociales qui sont mises en place sont extrêmement peu mondialisées et restent très locales. Donc il y a en fait ce clivage et ce décalage qui fait que voilà, aujourd'hui on a encore des solutions d'optimisation qui sont relativement simples à mettre en place, surtout quand on a beaucoup d'argent. Voici donc en 1 l'une des principales stratégies utilisées par les entreprises ou les grandes fortunes pour pouvoir échapper à l'impôt. Il s'agit de créer des filiales dans les paradis fiscaux. La France taxe fort, ça on l'a bien vu, d'ailleurs on a fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder, elle apparaît ici. Et il n'est pas du coup surprenant d'apprendre que certains pays ont une fiscalité beaucoup plus clémente que chez nous, voire même inexistante dans certains cas. Du coup, les stratégies d'évasion fiscale, elles reposent précisément sur l'utilisation de ces territoires, clé de voûte de toutes les planifications, les paradis fiscaux. Globalement, une entreprise va créer des filiales, c'est-à-dire séparer son activité entre une société mère et une ou plusieurs entités sous son contrôle, qu'on appellera société fille. Ensuite, ces filiales, elles seront, elles, implantées dans des paradis fiscaux, et tout l'enjeu sera alors d'y transférer un maximum de bénéfices pour profiter de la fiscalité avantageuse de ces pays. Parmi les 17 000 filiales des entreprises du CAC 40 qui sont dispersées à travers le monde, 36% sont en France et 15% dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux. LVMH y aurait installé 27% de ses filiales, AXA 25% et Michelin 24,2%. Évidemment, ces chiffres ne disent rien de leur stratégie, car une multinationale implante des filiales avant tout pour étendre son activité à l'étranger. Pour autant, il s'agit aussi pour elle de choisir des territoires qui sont plus avantageux pour leur fiscalité. On voit donc apparaître des stratégies plus ou moins complexes qui placent les filiales au cœur de leur système. C'est le cas du fameux Double Irish and the Dutch Sandwich, utilisé en Europe. Grossièrement, il s'agit pour une entreprise de transférer sa propriété intellectuelle à une filiale irlandaise, filiale A, enregistrée dans un paradis fiscal, souvent les Bermudes. Ensuite, une deuxième filiale irlandaise est créée, filiale B, pour gérer les opérations en Europe. Elle utilise les droits de la propriété intellectuelle détenue par la filiale A et lui paye des redevances. Les redevances sont ensuite envoyées à une filiale néerlandaise, filiale C, profitant des avantages fiscaux du pays, pour finir sa course dans un paradis fiscal et ainsi échapper aux taxes du gouvernement irlandais. C'est ainsi en jouant sur des principes économiques internationaux que certaines entreprises vont réduire leurs impôts. En 2, il y a le fait de créer une société écran. Alors parfois, une entreprise va créer une filiale sans y exercer une activité quelconque. Il s'agira pour elle de bénéficier uniquement de la politique en vigueur du pays. On parle alors de sociétés fictives, comme c'est souvent le cas des filiales hollandaises entrant en jeu dans la fameuse stratégie du Double Irish. Cette société, sans réelle activité commerciale, va permettre de masquer la propriété d'actifs ou de déplacer les bénéfices d'une entreprise pour en réduire les impôts. Elle n'a pas forcément d'employés et pourra même prendre la forme d'une simple boîte aux lettres. Les groupes qui font appel à une société écran vont souvent garantir leur anonymat en enregistrant l'activité sous le nom d'un administrateur ou d'une autre société.
Les juridictions de certains paradis fiscaux reposent parfois sur une forte opacité. Il peut alors être difficile de remonter la trace de ces activités, bien que les politiques internationales appellent de plus en plus de transparence et que des propositions de répression commencent à faire leur apparition. Une fois encore, ce sont des opérations qui peuvent parfois faire scandale quand elles sont utilisées de façon abusive et illégale, comme l'a révélé l'affaire des Panama Papers en 2016. La fuite de documents détaillant la vraie nature de milliers de sociétés offshore a mis à jour le caractère illégal de ces opérations et épinglé certaines fortunes françaises bien connues telles que les Balkany ou encore Jérôme Cahuzac, ancien ministre délégué au budget. Si l'expression est souvent rapportée au milieu du crime, créer une société écran n'est pas pour autant illégal en soi, et c'est là que repose encore une fois toute l'ambiguïté. En 3, on va jouer avec les prix de transfert. L'évasion fiscale, elle repose en partie sur le versement des bénéfices d'une entreprise vers des paradis fiscaux. Ça, je pense qu'on l'a bien compris maintenant. Mais comment ça s'opère concrètement? En fait, dans le cadre d'une multinationale, la manipulation des prix de transfert est une technique permettant de verser ses bénéfices vers un pays à la position plus avantageuse. Pour ce faire, la filiale d'un pays à haute imposition, pays A, admettons pourquoi pas la France, va vendre un produit à une filiale située dans un pays à imposition plus basse, pays B. En sous-facturant ces produits, une société peut donc faire chuter les profits d'un groupe qui est situé dans un pays à haute fiscalité pour gonfler les profits d'un groupe dans un paradis fiscal. Les bénéfices vont donc être affichés en grande partie dans le pays le plus avantageux et le chiffre sera alors moins taxé dans le pays d'origine. Le groupe français Sanofi pourrait avoir basé sa planification fiscale sur cette stratégie. En vendant ses licences et brevets de médicaments entre ses filiales, le groupe pourrait imputer la marge là où elle serait le moins taxée. Ce ne sont pour autant pas des stratégies révélées frontalement, surtout dans le cas de Sanofi, mais vous comprenez le principe. En 4 viennent les prêts intragroupes. Les prêts intragroupes, ce sont des prêts accordés entre les différentes filiales d'une même entreprise multinationale. Cette pratique permet aux entreprises de déplacer des fonds au sein du groupe et ainsi obtenir des avantages fiscaux. Je m'explique. Une filiale située dans un pays à faible imposition, donc le pays A, prête de l'argent à une filiale située dans un pays à haute imposition, pays B, à un taux d'intérêt très élevé. La filiale B, celle qui emprunte, donc, utilise ses fonds pour financer ses opérations, projets ou investissements, et faire tourner son activité. La filiale B paye alors des intérêts sur le prêt à la filiale A, qui vont ensuite être déductibles de ses revenus imposables, puisqu'il s'agit d'une charge. Les paiements d'intérêts de la filiale B réduisent alors son bénéfice imposable et entraînent une réduction de l'impôt à payer dans son pays. Alors vous l'avez compris, avant que je vous donne des exemples concrets d'entreprises que vous connaissez parmi les 4 systèmes qu'on vient de citer, eh bien, le concept est toujours le même, on va dans un pays à faible imposition, et puis d'une manière ou d'une autre, on finit par transférer des bénéfices ou de l'argent pour que ça aille dans ce pays. Donc c'est tout le temps le même système qui revient. Alors je vais vous donner des exemples d'entreprises maintenant pour que vous compreniez. Par exemple, pour le 1, qui était donc créer des filiales dans les paradis fiscaux, on peut citer Apple. Donc Apple, qui évidemment est l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a été impliquée dans des pratiques d'évasion fiscale via des filiales en Irlande. Apple a transféré en fait une grande partie de ses bénéfices vers 2 filiales irlandaises qui n'étaient pas soumises à l'impôt irlandais ni américain. En 2016, la Commission européenne a ordonné à Apple de payer donc 13 milliards d'euros d'impôts impayés à l'Irlande, estimant que ces accords constituaient des aides d'État illégales. En deuxième exemple, on peut parler de Google, qui a utilisé la fameuse stratégie donc du Double Irish and Dutch Sandwich pour réduire ses impôts. La société a transféré ses revenus européens à travers une filiale irlandaise vers une société néerlandaise, puis vers une autre entité irlandaise qui a été enregistrée dans un paradis fiscal. Cette stratégie a permis à Google de payer des taux d'imposition très bas sur ses bénéfices en dehors des États-Unis. Dans l'exemple 2, on parlait donc de créer des sociétés écrans. Alors on peut parler de la Mossack Fonseca et des Panama Papers. Donc en fait, les Panama Papers ont révélé comment le cabinet d'avocats Mossack Fonseca a aidé des milliers d'individus et d'entreprises à créer des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Parmi les clients figuraient des politiciens, des célébrités et des hommes d'affaires utilisant ces entités pour dissimuler des actifs et éviter de payer des impôts. Par exemple, plusieurs membres de l'élite politique française ont été nommés dans ces documents pour avoir utilisé des sociétés écrans pour cacher des richesses. En 3, on parlait donc de jouer avec les prix de transfert. Alors là, on peut parler de Starbucks, qui a été accusé de transférer artificiellement des bénéfices de ses filiales britanniques à des filiales néerlandaises via des redevances pour l'utilisation de la marque Starbucks et des intérêts sur des prêts intragroupes. Cette pratique a permis à Starbucks de réduire considérablement ses impôts au Royaume-Uni malgré des ventes très importantes sur ce marché. Dans le même cas, on peut citer Amazon, qui a été impliqué pour des pratiques similaires, puisque l'entreprise a transféré des bénéfices de ses filiales qui étaient situées dans des pays à haute imposition, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, vers sa filiale luxembourgeoise, où les taux d'imposition sont beaucoup plus bas. En 2017, la Commission européenne a exigé qu'Amazon rembourse 250 millions d'euros d'impôts au Luxembourg pour des avantages fiscaux indus. Et en 4, pour finir, pour citer encore un autre groupe connu en parlant des prêts intragroupes, on peut citer Ikea. Ikea a été accusé d'utiliser des prêts intragroupes pour transférer des bénéfices de ses magasins dans des pays à haute imposition vers des entités dans des paradis fiscaux. En prêtant de l'argent à des filiales dans ces pays, avec des taux d'intérêt élevés, Ikea a pu déduire le paiement d'intérêts de ses revenus imposables, réduisant ainsi son impôt global. Une enquête de la Commission européenne est en cours pour déterminer si ces pratiques violent les règles fiscales de l'Union européenne ou non.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de mieux comprendre comment ça fonctionne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo pour donner du référencement et découvrir nos autres vidéos sur la gestion de patrimoine, fiscalité, etc. Je vous dis merci à tous pour votre attention et à très vite pour de nouveaux contenus.